Almost ready, time to dim the lights. Let's get on your candy, your pinatas, all the games you know we blew our budgets on the soldiers so you can play them all. It's a everything, a grand display for players as of old and new. Over 30 years of laughs and cheers, hooray, hooray, it's time for their replay. I thank you. Bon, une chose est sûre, ils se sont fait plaisir. Voilà, ça c'est le truc à dire, ils se sont fait vraiment plaisir pour l'introduction de cette compilation. Bien le bonjour tout le monde, salut les gars, ici 69 Zelos, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Une vidéo en deux temps. Alors, pourquoi une vidéo en deux temps? Bah, tout simplement parce que c'est une présentation. Déjà, on va s'attarder tout ce mois-ci, normalement, sur la compilation Rare Replay, et notamment pour vous remontrer la globalité, enfin pas la globalité, mais une majorité des jeux qui ont été développés par le studio de développement Rareware. Et cette compilation est mine de rien vraiment très intéressante pour plusieurs cas. Bien que si jamais on essaye de faire le gros fanboy dans mon genre, on se dit ouais c'est quand même assez mignon parce que comme vous pouvez le voir ils font un truc magnifique, oh regardez on a des jeux du genre Battletoads, etc etc. Toi en premier lieu si jamais t'es un fanboy abruti que tu ne réfléchis pas, tu te dis oui bon vous êtes mignon mais tous les jeux que vous avez fait, ça m'étonnerait qu'il y ait 5% de l'équipe de Rareware de maintenant qui ait participé à ces projets là. Mais enfin bon, je dis, enfin concernant pour ma part les meilleurs jeux de Rareware, bien sûr, parce que bah comme je vous l'ai dit, cette compilation est vraiment très intéressante parce que bah Rareware, pour tout vous dire, c'est pas une compagnie qui est qui existe depuis les années 90. Je veux dire, Rareware ce n'est pas une compagnie de développement de jeux qui existe depuis Donkey Kong Country, bien sûr que non. Rareware c'était à la base un studio de développement créé par les frères Stamper. Alors je sais qu'il y en a un qui s'appelle Tim je crois et l'autre par contre je ne sais pas. Et à la base, pour tout vous dire, Rareware ne s'appelait pas Rareware, mais bien The Ultimate Play the Game, je crois. Ultimate Play the Game, je crois que c'était ça. Ils étaient notamment spécialisés dans... comment dire ? Ils étaient notamment spécialisés dans le développement de jeux pour ordinateurs de salon. Voilà, comme par exemple le ZX Spectrum. Mais ils ont fait également des portages sur MSX et sur Commodore, sur les autres ordinateurs de l'époque. Mais leur plateforme prédéfinie, à l'époque, c'était le ZX Spectrum. Et c'est ce que l'on va voir durant cette première partie. Voilà, durant la première partie, ça va être la période Ultimate Play the Game. Donc on va voir tous les jeux qu'ils ont pu faire avant de commencer à développer sur Nintendo Entertainment System. La deuxième partie sera consacrée notamment aux jeux qu'ils auront développés sur Nintendo Entertainment System. La troisième sur ce que personnellement j'appelle l'âge d'or de Rareware, parce qu'il sortait des trucs absolument merveilleux à ce moment-là, donc sur la Super NES ainsi que sur la Nintendo 64, bien que ce ne sera pas vraiment très long, et ça je vous expliquerai pourquoi, ainsi que la descente aux enfers. La descente aux enfers. Déjà, on va appuyer sur le bouton A et on va voir ce que peut nous proposer cette compilation qui, est assez
pas décevante pour ma part, parce qu'encore une fois, on voit quand même, on découvre énormément de jeux, même pour moi par exemple, cette compilation a vraiment été très intéressante, parce que Rareware, ça fait partie des studios qui m'ont marqué pendant mon enfance, donc du coup, redécouvrir 30 ans de jeux Rareware, ça fait vraiment plaisir. Déjà en commençant par les premiers, comme par exemple le Slalom. Slalom, ça c'est un jeu que je possédais à l'époque. Et je ne savais même pas que c'était Rareware qui l'avait développé. Pareil pour Solar Jetman, qui est un jeu qui m'a... C'est certainement le jeu qui m'a le plus marqué durant toute ma période vidéoludique jusqu'à maintenant. Pourquoi ? Parce que ça fait partie des jeux, tu vois, un petit peu comme Tombi, que tu vois quand t'es tout petit, et puis après, pour diverses raisons, tu ne le vois plus, tu ne sais plus le nom de ce jeu, mais il te reste gravé en mémoire jusqu'à ce que tu arrives à retrouver le nom, et c'est le cas pour Solar Jetman, en ce qui me concerne. Mais ça, on y reparlera plus tard, parce que Solar Jetman, ça fait partie des jeux qui sont sortis sur Nintendo Entertainment System. Donc, je vais quand même en premier lieu vous parler déjà de qu'est-ce qu'on va faire durant cette première partie. On va faire un rapide topo sur les jeux qu'ils ont pu sortir courant ces périodes 83 à 87, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc on a Jetpack, qui est le premier jeu estampillé Ultimate Play the Game, donc Rareware à l'ancienne. Donc on a Jetpack, Lunar Jetman, Attic Attack, Sabre Wolf d'ailleurs qui doit vous dire quelque chose. Mais ça on y reviendra quand on regardera ce jeu. Underworld, Night Lore, Gunfight, et c'est tout. Après on passe au slalom. Mais je dois quand même déjà vous parler de cette compilation, bien sûr. Rare Replay, donc qui déjà nous donne, ce qui est quand même pas mal, la possibilité de jouer aux plus grands titres de Rareware, que ce soit les plus grands ou même les plus petits, comme par exemple Cobra Triangle. Moi je ne le connaissais pas. Pareil pour Snake Rattle and Roll, je ne connaissais pas non plus. Digger T-Rock, etc., etc. Il y a même des jeux, je ne savais même pas que c'était Rareware qui le faisait. Je connaissais les jeux, mais je ne savais pas que c'était eux. Évidemment, on passe par du Banjo-Kazooie, du Jet Force Gemini, Perfect Dark également, Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day, etc., etc., jusqu'à la période 2003 jusqu'à 2008, je crois, où 2008, on a eu ça. On y reviendra. On y reviendra à ce machin. Mais vous allez m'entendre gueuler quand je vais parler de ce jeu. Mais enfin bon. Donc c'est quand même une chose plutôt pas mal, parce que j'admets qu'il peut y avoir des gens qui ont apprécié ce jeu. Mais ne venez pas me dire que ce jeu est très bon si jamais vous êtes fan de Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie. Pour moi ça fait partie des interdits. Tu vois, tu ne peux pas surkiffer Banjo-Kazooie et Tooie et surkiffer en même temps ce Nuts and Bolts. Pour ma part c'est pas possible. Mais bon, je me tais, on y reviendra plus tard. Mais bon, on a quand même plus d'une trentaine de jeux, je crois, qui sont à notre disposition, et ça, mine de rien, c'est quand même vraiment intéressant et vraiment sympa. Malheureusement, encore une fois, ça c'est un problème de droit qui oblige. Quand on connaît l'histoire de Rareware, on le savait directement, quand cette compilation allait sortir, il allait y avoir de très gros absents, notamment les Donkey Kong Country, qui font partie pour ma part des meilleurs jeux Rareware. Pas de Donkey Kong Country 1, 2 et 3, pas de Diddy Kong Racing, pas de GoldenEye, et ça a été la plus grosse surprise pour ma part, parce que personnellement j'aurais pensé qu'ils auraient pu faire l'effort de demander à Activision ou de lâcher un petit billet pour avoir ne serait-ce que le droit d'utiliser la licence, parce que ça reste GoldenEye, bordel. Mais pas de GoldenEye, donc ça m'a vraiment surpris. Pas de Star Fox Adventures également, parce que voilà, encore une fois c'est du Nintendo. Et c'est triste de voir que quand même c'est les plus gros c'est les plus gros titres qui manquent, malheureusement, en ce qui me concerne. Bien sûr, on a des tueries cosmiques, comme notamment Battletoads évidemment, Killer Instinct Gold,
Banjo-Kazooie évidemment, Perfect Dark, Banjo-Tooie, Conker's Bad Fur Day, etc., etc. Mais on a également, en ce qui me concerne, les pires, notamment Perfect Dark Zero et Banjo-Kazooie Nuts and Bolts. La chose qui me rend quand même assez triste, c'est qu'au final, il y en a pas mal qui ont essayé de me faire changer d'avis, notamment sur Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, ainsi que sur Perfect Dark Zero du moins. J'ai vraiment essayé de me remettre en question et de me dire, est-ce que je peux apprécier ces jeux-là? Mais c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Et c'est quelque chose qui est confirmé par un truc que l'on va voir, parce qu'il y a non seulement les jeux, mais il y a également pas mal de goodies, notamment des petites interviews de développeurs, ou alors des espèces de défis, mais ça c'est encore une fois c'est du jeu, et il y a quand même pas mal... Ah là, il y a pas mal de petites interviews. D'ailleurs, au passage, je ne sais pas si vous regardez les vidéos de Bibi300, ou alors si jamais vous avez l'habitude de discuter avec lui. Et si jamais c'est le cas, mon petit Bibi, il me semble que tu avais sorti durant ton test qu'il n'y avait pas de sous-titres pour les interviews. Alors si, il y a des sous-titres. Il y a des sous-titres, mais ils sont vraiment très mal cachés. Je crois qu'ils sont là. Il faut aller directement ici, option générale, et voilà, activer les sous-titres. Voilà, il faut rester ici. Tu restes ici, après seulement on va dans la partie où il y a les bonus, les making-of, etc., etc. Et quand on regarde les vidéos, là, normalement il devrait y avoir les sous-titres. Normalement ça aurait dû être ça, je veux dire. On va mettre lire la vidéo, juste pour voir. Voilà, il y a les sous-titres en français, donc c'est super mal fait, mais les sous-titres sont présents en tout cas. Et d'ailleurs, ce sont ces petits reportages, voilà, que j'en ai regardé quelques-uns, et vraiment ça me fait réfléchir, et en même temps ça me ça me confirme certaines choses. Je vais pas vous le montrer parce que c'est quand même un petit peu long, mais ça me confirme un truc, le pourquoi je n'aime pas Rareware actuellement, et pourquoi j'ai complètement détesté leur passage à Microsoft. La chose qui a été confirmée pendant comment ça s'appelle? Excusez-moi, il y a quelqu'un qui me casse les couilles à m'envoyer des messages maintenant en lui disant que j'ai été occupé. Excusez-moi. Rareware a clairement changé de mentalité quand ils sont passés à Microsoft. Voilà. Et ça c'est un truc infernal. Mais j'aimerais bien ne pas me faire mal comprendre. Par exemple, une des tendances de la génération actuelle, c'est de systématiquement cracher sur absolument tout et n'importe quoi, sans réfléchir. C'est-à-dire que, imaginez par exemple, on a Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, les meilleurs jeux de plateforme 3D qui aient pu voir le jour. Imaginez ces jeux-là sortir sur Xbox 360. Voilà. Si on avait par exemple Banjo-Kazooie qui sort sur Xbox 360, ainsi que Banjo-Tooie qui sort, mais non pas sur 360, mais exclusivement sur Wii U, le jeu se ferait allumer. Le jeu se ferait complètement allumer. On a eu l'exemple avec Bayonetta. Bayonetta 1 qui est sorti sur PlayStation 3 et 360, une fois qu'il a été sauvé de la mort par Nintendo et ramené sur Wii U, le jeu s'est fait mais cracher dessus comme c'est pas permis, je veux dire. Ça a été vraiment impressionnant et très très violent. Là, ce que je veux vous dire, c'est que, par exemple, si jamais je déteste ce Banjo-Kazooie Nuts and Bolts, ce n'est pas parce qu'il est sur 360. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai dû acheter la 360 pour pouvoir y jouer. À l'époque, on ne pensait pas comme ça, nous. On pensait vraiment pas comme ça. Nous, à l'époque, on s'échangeait nos consoles, nous. Eh, ça c'est peut-être un truc que vous n'avez pas connu, mais moi, à l'époque, moi j'avais la Wii, j'avais des jeux qui intéressaient un de mes collègues, je lui filais ma Wii, et lui me filait sa 360, parce qu'il avait des jeux qui m'intéressaient dessus, quoi. Il n'y avait pas de « gna gna, il est sur ce jeu donc il a chié », ça n'existe pas, ça. Ça n'existait pas à l'époque.
Et ce Banjo-Kazooie Nuts and Bolts a énormément de problèmes, et c'est pour ma part le dernier gros crachat à la gueule de la part de Microsoft aux anciens fans. Et ça, c'est comme ça que je le vois. Il y en a plein qui essayent de le défendre en me disant non, mais c'est une approche différente de la série. Mon cul sur la commode, à ceux qui me disent ça. Voilà. Tu vois une commode, eh ben t'imagines mon cul dessus. Et mon cul, il te regarde, il fait petit naïf. Non, parce que faut pas déconner. Je veux bien comprendre qu'une licence peut avoir besoin d'un certain souffle. Voyez, comme par exemple Tomb Raider. Mais Banjo-Kazooie, putain, n'avait pas besoin de cela. Pas du tout. Jamais de la vie, la licence Banjo-Kazooie n'avait besoin d'un nouveau coup de souffle. Et je veux dire, ce jeu a été tellement insulté et tellement boudé qu'au final, la licence même Banjo-Kazooie n'existe quasiment plus maintenant. Je veux dire, rien que quand tu regardes, par exemple, regardez, voilà, l'image Banjo-Tooie. Ça, c'est du made in Nintendo quand tu vois ça. C'est très parlant. Peut-être que pour vous, ça ne vous parlera pas, mais pour moi, c'est très parlant. Regardez le design. Le design des personnages, le design de Banjo, la tête qu'a Banjo, le design de Kazooie, le design de Gruntilda, de Mumbo, etc., etc. Bref, moi je vois ça, je vois un jeu jovial, etc., tout ce que tu veux. Par contre, quand je vois ça, je vois un Banjo, un Mumbo et un Kazooie qui ont passé beaucoup trop de temps au bar en train de se bourrer la gueule et en train de vomir à l'arrière du bar. Ça te montre tout. Il y en a peut-être qui vont te dire mais c'est un changement de style, c'est pas trop grave. En soi, oui. En soi, oui. D'ailleurs, je crois que les développeurs dans ce jeu le disent directement. Ils disent oh mon dieu, Banjo, t'as complètement changé, t'es dégueulasse, les fans vont te détester. Je crois qu'il y a ça, il y a ce style d'humour toujours dans ce Banjo-Kazooie. Heureusement, parce que t'avais les têtes pensantes de l'époque qui ont quand même participé à ce truc-là, malgré leur réticence. Ça, on y reviendra pendant que je parlerai du jeu. Mais ça se voit. Je veux dire, tu ne peux pas changer un chara-design sans changer de mentalité. C'est juste pas possible. Et c'est ce qui s'est passé pour ce jeu. Mais ça, on le verra un petit peu plus tard. Mais sinon, voilà, en gros, Rare Replay nous donne la possibilité de jouer à la plupart des titres développés par Ultimate Play the Game ou Rareware. Et là, qu'est-ce qu'on va voir durant cette première partie? Eh ben, une partie des premiers jeux qui ont été sortis sur ordinateur. Alors, en premier lieu, on a Jetpack. Alors, on va voir ce que c'est, on va vite y faire un tour. Jetpack qui, je crois, a été le seul jeu ancien de Rareware, donc de Ultimate Play the Game, remasterisé. Voilà, tout simplement. Et en quoi est-ce qu'il consiste ce jeu? On va faire une nouvelle partie. Voilà. Eh ben c'est très simple. C'est un jeu ultra basique, hein, évidemment, c'est un jeu entre guillemets d'époque. Donc, en quoi consiste le jeu? Assez simple. Il suffit tout simplement, en premier lieu, de récupérer des bouts de notre vaisseau. Je commence à crever, c'est déjà pas mal. Évidemment, la carotte, il n'y a pas de scénario ou quoi que ce soit. Hein. La carotte de ce jeu, c'est le high score. Voilà. Donc le but de ce jeu, ça va être en premier lieu d'assembler des parties de notre vaisseau, puis ensuite d'attendre de voir apparaître des espèces de cargaisons de fuel comme ça pour pouvoir tout simplement remplir le réservoir de notre fusée. Une fois que le réservoir est rempli, eh ben on peut tranquillement partir et s'enfuir à une autre planète. Et ainsi de suite. Je ne sais pas si le jeu a une fin, je ne crois pas, mais en tout cas c'est de cette façon que se passe Jetpack. C'est peut-être, vous savez quoi? C'est peut-être ultra primaire tel que vous le voyez ici, et en soi vous avez certainement raison. N'oubliez pas qu'on est en 83, et je peux vous dire que 83, je trouve le jeu plutôt vraiment bien abouti. Pour l'année 1983, je trouve ça vraiment bien abouti. Je vous rappelle que en Europe et aux États-Unis, du moins, les concurrents de la ZX Spectrum et tout ça, c'était l'Atari 2600.
Ah oui, l'Atari 2600, voire 7800 si ma mémoire ne me fait pas défaut, mais c'était plus ou moins des jeux équivalents entre guillemets. Et je peux vous dire même, il me semble, ça je pense que je peux le dire. Ah vache, excusez-moi, c'est difficile de se concentrer et en même temps de jouer. Je pense que je peux le dire, mais je ne crois pas que sur Atari 2600 on puisse atteindre cette chose-là, ou du moins cette fluidité. Après, on est sur Xbox One, mais c'est pas pour autant que le jeu a été modifié. Et ça, c'est en soi une petite, entre guillemets, une petite erreur. Oui, mais non. Parce que si jamais on ne réfléchit pas, on peut se dire, oh mon dieu, le jeu n'a pas été changé, c'est horrible, ça rame, etc., etc. C'est honteux. On est en 2015, c'est honteux. Oui, mais non. Pourquoi non? Eh ben parce que à l'époque, les développeurs, et ça, on peut retrouver cette façon de faire dans pas mal de jeux. Les développeurs utilisaient même le fait que leur jeu avait un framerate vraiment bas. C'est limite, ça faisait partie intégrante du jeu. Par exemple, là, ça rame, c'est facile, c'est très bien. Par contre, dans d'autres jeux, notamment celui qui est juste après, je ne me souviens plus comment il s'appelle, Lunar Jetman, je crois. Lunar Jetman, quand il y a très peu d'objets ou très peu d'ennemis à l'écran, on peut voir que le framerate revient, on va dire, à une vitesse normale. Mais, eh ben, le jeu est beaucoup plus difficile. Le jeu est beaucoup plus difficile quand le framerate n'a aucun problème. Et ça, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui peuvent le supporter. Et ça, on va voir ça. Eh merde. Ça, on va voir ça dans justement le le Lunar Jetman, qui est en soi un jeu vraiment sympa. Et rien que ce jetpack là ou ce Jetman, je sais plus, je crois que c'est Jetpack. Hein. On dirait pas comme ça, mais je peux vous assurer, c'est ultra addictif. C'est un truc de malade. Moi, je trouve le jeu génial. Oui, il est basique, oui, mais putain, il est génial. C'est simple et efficace. Moi, je trouve ça excellentissime. Je trouve ce jeu-là vraiment excellentissime. C'est ludique, c'est marrant, tu t'amuses bien, ça demande pas mal de skill. Je veux dire, il y a du challenge. Je veux dire, c'est vraiment sympa. Et je crois que je ne sais pas si j'ai terminé ma phrase au début en parlant de ce jeu. Je crois que c'est le seul qui a été remasterisé. Hein. Les autres n'ont pas eu le droit à une version remasterisée, ce qui est franchement dommage, parce que personnellement, voir comment ça s'appelle, voir tout simplement une version remasterisée, une version remasterisée de Solar Jetman par exemple sur NES, franchement j'aurais adoré. Enfin bref, voilà pour Jetpack. J'ai pas grand chose d'autre à vous dire sur ce jeu, même si on terminera cette vidéo avec tout simplement la version remasterisée, pour vous montrer à quel point non seulement ça peut être vachement fun, mais en plus comme quoi le boulot a été fait. Ensuite, le deuxième jeu, je vais pas vous montrer tous les jeux bien sûr, hein. Une partie, cette vidéo c'est aussi du teasing, voilà, c'est aussi du teasing. Avant tout, j'ai pas envie de tout vous montrer, et j'aimerais bien vous laisser, pour la plupart du temps, l'aspect découverte. Voilà, l'aspect découverte des jeux. C'est pour ça que je ne vais pas vous montrer Lunar Jetman. Vous avez un petit aperçu en fond. Mais en gros, c'est Jetpack, mais avec des éléments de gameplay en plus. Voilà. C'est-à-dire, comme vous pouvez le voir, on a une espèce de... petit véhicule là, le Mako. Moi j'ai envie d'appeler ça le Mako parce que ça me fait penser à Mass Effect. Et en gros le but, ça va être de trouver des bases aliens pour pouvoir les détruire. Et pour cela, vous pouvez utiliser des bombes que vous pouvez transporter sur votre Mako. Voilà. La grosse différence, c'est que le jeu déjà est d'une difficulté assez violente. Ça c'est vraiment quelque chose de fou. Et tu vois surtout ça quand tu... comment ça s'appelle, tu vois surtout ça quand justement il n'y a plus trop d'objets à l'écran. Le framerate accélère d'un coup.
et là ça devient quasiment impossible d'esquiver le nombre d'objets assez hallucinants qu'il y a à l'écran. Mais enfin bon, c'est vraiment un gros challenge, encore une fois avec un élément de gameplay en plus qui est vraiment sympa. Il y a un scrolling horizontal, donc ça, rien que ça, c'est quelque chose en plus. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ça. Puis encore une fois, le jeu est vraiment addictif. C'est très très dur, mais Dieu que c'est addictif. Ensuite, troisième jeu que nous propose ce Rare Replay, c'est Attic Attack. Alors, qu'est-ce que c'est Attic Attack? Eh ben, c'est en gros, j'ai l'impression, c'est un jeu qui est vraiment basé sur du jeu de rôle sur table. Voilà. J'ai pas lu grand chose dessus en ce qui me concerne, mais j'ai vraiment cette impression. J'ai vraiment l'impression de voir un espèce de jeu de rôle sur table codé et balancé. Donc, on va y jouer vite fait. Quel est le but? Le but est tout simplement de récupérer un nombre suffisamment important d'artefacts pour pouvoir, je crois, tuer un sorcier, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Donc comme vous pouvez le voir, on peut choisir entre trois différentes factions, j'ai envie de dire, entre guillemets. Donc Knight, le chevalier, Wizard, le sorcier, et Surf, alors ça je ne sais pas ce que c'est. Thief peut-être que c'est un voleur, un cambrioleur, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, il y a la troisième. Nous on va prendre Knight, tout simplement. Alors, on apparaît dans ce monde et on va pouvoir bouger tout simplement, et le but évidemment sera de, entre guillemets, survivre et de chercher tous les bouts d'artefacts que l'on pourra trouver tout au long de notre progression. Alors c'est vraiment sympa parce que mine de rien, encore une fois, vous pouvez voir les graphismes, c'est du graphisme, comment dire, j'allais dire basique, mais il y a un mot pour ça. Il y a un mot, vous savez, ce style de construction filaire comme ça, vous savez, un petit peu à la Star Wars de l'époque. Je crois qu'il y avait un jeu Star Wars sur arcade qui utilisait vraiment ce style de graphique là. C'est globalement le même style graphique que l'on peut retrouver sur le Vectrex, si ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est plutôt sympa, encore une fois. Il y a bizarrement, ça peut-être que vous allez pas me comprendre si jamais vous êtes du genre jeune joueur, mais il y a vraiment un sentiment d'aventure qui se dégage de ce jeu. C'est vraiment très très étrange et très très bizarre, mais ça marche, ça fonctionne bien. On a vraiment l'impression d'être immergé dans ce jeu, notamment encore une fois avec le fait que les développeurs ont joué sur la perspective ainsi que sur la construction des différents mondes. Comme là par exemple, vous regardez les murs sont assez distordus, il n'y a pas vraiment de symétrie, normal, parce que le jeu veut te faire imaginer, alors que là il y a un gros bug. Je suis bloqué dans la porte. Voilà. J'étais bloqué dans la porte, je ne pouvais pas tirer ni rien faire. Il y a vraiment un grand sentiment d'aventure dans ce jeu, ce qui est assez surprenant. Moi-même, je me suis surpris plusieurs fois à me dire putain, mais ce jeu non seulement est très addictif, mais est vraiment très immersif. Et ça, peut-être que ça peut en choquer quelques-uns, surtout des gars qui ont grandi avec si jamais vous avez grandi avec la Xbox 360 ou même la GameCube. Si vous avez grandi avec la GameCube, ça peut, je pense, vous choquer, le fait que je vous dise qu'il y a un très grand sentiment, un très grand sentiment d'immersion dans un jeu aussi, entre guillemets, primitif. Mais le jeu est primitif, certes, mais encore une fois, on est en 1983, je crois, ou 84. C'est vraiment pas mal, hein. Je peux vous assurer que graphiquement, c'est vraiment pas mal. Il n'y a pas de texture, c'est uniquement un jeu de perspective
ce genre de choses, mais mine de rien, ce n'est pas un jeu qui est dénué de logique. Quand vous allez voir des escaliers descendants et des escaliers montants, le jeu va vraiment vous donner cette impression de monter et de descendre. Cependant, il y a un gros problème, là on va appuyer sur pause 2 secondes, et ça, que ce soit avec ce jeu, donc Attic Attack, ou alors avec Sabre Wolf, ou alors avec les deux autres les deux autres jeux. Attendez, je vais regarder parce que normalement j'ai les captures d'écran sous les yeux. Voilà. Donc ça, vous voyez, ça vient de Attic Attack. Ça vient de Nightlore. Et ça vient de Sabre Wolf. Qu'est-ce que je viens de vous montrer? Ben, je viens de vous montrer tout simplement les cartes. Alors ça, c'est peut-être quelque chose qui pour vous, encore une fois, ne veut pas dire grand-chose, mais ce sont les cartes des jeux. D'accord? Et les joueurs de l'époque avaient ces cartes dans les boîtes de jeux, un petit peu comme dans The Legend of Zelda, où t'as n'importe quel idiot, entre guillemets, un idiot de 14 piges, tu vois, qui découvre The Legend of Zelda sur NES, sur émulateur, le mec va te dire que c'est complètement de la merde, parce qu'il n'y a pas de carte. Sauf que ce que ne comprend pas cette personne, c'est que dans la boîte de The Legend of Zelda sur NES, il y a une carte. Il y a la carte du jeu. Parce que à l'époque, on ne pensait pas de la même façon que maintenant. Les boîtes ne servaient pas uniquement que de cache-jeu. Il y avait des trucs à l'intérieur. Il y avait un livret. Je veux dire, le petit livret qui était rempli d'informations croustillantes et intéressantes. Pour la plupart, il y a les maps. Je veux dire, c'est encore utilisé dans certains jeux, notamment Gran Turismo 5 ou alors The Witcher 3 ou Skyrim. Il y a encore les maps des mondes, mais elles sont beaucoup moins détaillées que l'étaient les anciennes maps à l'époque. Et là, le problème, c'est qu'on a des jeux, encore une fois, je vous remets la carte de Sabre Wolf. Vous avez vu le nombre d'écrans que l'on peut visiter, et vous croyez sans déconner, messieurs de chez Rareware, justement, que vous êtes fiers de nous montrer ces anciens jeux auxquels vous êtes vraiment très fiers. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool de votre part. Cependant, comment est-ce que vous voulez qu'on puisse apprécier de jouer à Sabre Wolf, à Attic Attack ou à Nightlore si on n'a pas les maps? Parce que là, on est complètement paumé. Et ça, du coup, ça met un énorme frein aux joueurs qui découvrent les jeux avec la compilation Rare Replay. Je veux dire, moi, par exemple, j'ai pu jouer notamment à Attic Attack et à tous les autres jeux. Le problème, c'est que j'étais, entre guillemets, bridé. Mon plaisir était bridé. Parce que je me suis dit, putain, ces jeux étaient vraiment intéressants, vraiment bien construits. Il y avait vraiment des trucs intéressants et vraiment, si jamais j'avais tous les outils nécessaires pour pouvoir terminer ce jeu, mais je m'y serais donné, mais à cœur joie. Le problème, c'est que non. Vous ne donnez pas tout ce qu'il faut. On n'a pas de carte. On n'a pas de carte. Les seules aides du jeu que l'on peut avoir, ça concerne... comment ça s'appelle? Attends, on va désancrer ce machin. Merci, t'es gentil. Les seules aides du jeu qu'on a, ça va être pour le gameplay. Voilà. Donc on va avoir les commandes qui vont être expliquées. Mais c'est tout. Je veux dire, c'est tout, quoi. Je veux dire, c'est vraiment con. Par exemple, Sabre Wolf... qui déjà, lui, Sabre Wolf, je me suis un petit peu énervé sur ce jeu. Pourquoi? Parce qu'il possède une hitbox complètement broken. Voilà, la hitbox de Sabre Wolf est vraiment chaotique. Voilà, ça faut dire les choses telles qu'elles sont. En quoi consiste Sabre Wolf? Sabre Wolf, c'est tout simplement un explorateur qui part à la recherche de différents artefacts, encore une fois, et son but va être d'atteindre les enfers pour pouvoir tuer un méchant. Voilà, tout simplement. Donc il va y avoir énormément d'écrans, comme vous pouvez le voir, donc des écrans en plus avec des... Hop là, des écrans en plus avec des... comment ça s'appelle? Ah, saloperie, il m'a touché. Des écrans en plus avec des... Voilà, je me suis fait buter. Ou pidou, vous avez vu à quel point c'est chaotique. Je veux dire, Sabre Wolf, c'est un des jeux
vers lequel vraiment j'ai pas du tout envie de m'y mettre. Pourquoi? Parce que encore une fois, la hitbox est défoncée, voilà. Donc rien que ça, eh ben, je peux te dire que ça te refroidit. Le gameplay également est très bizarre. On a l'impression que Sabrevolf se manie vraiment bizarrement parce que en fait, voilà. Je vais vous montrer un truc. Je vais essayer d'aller sur la gauche et je vous dis quand je relâche la direction. Hop! Voilà. Vous avez vu le temps? Il y a au moins une demi-seconde qui se déroule avant que Sabrevolf ne puisse se déplacer. Et comme vous avez pu le voir, là j'étais en plein en train d'attaquer, mais bizarrement, pour une raison que j'ignore, je me suis fait toucher quand même et je suis mort. What the hell? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, et c'est ça pour ma part le plus gros problème de ce Sabrevolf. C'est beaucoup trop chaotique. C'est beaucoup trop chaotique. Ça c'est le style de jeu, tu vois, je suis dans le premier écran, j'ai perdu 3, 4 vies déjà. Ça c'est le style de jeu, t'as qu'une seule envie quand tu joues. C'est tout simplement de faire un putain de cheat code. Voilà. De faire un putain de cheat code pour te rendre invincible et pour que tu puisses au moins avancer. Je crois que le maximum que j'ai fait dans ce jeu, en termes de complétion, je ne sais pas si ça se dit, mais je veux dire, j'ai dû compléter le jeu au maximum à 5 putains de pourcents. 5%, vous vous rendez compte? C'est rien, hein, 5%. Dégage toi le rhino, voilà, je me suis fait toucher, encore une fois, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est un truc. Comment tu veux t'amuser là? Comment tu veux t'amuser? Et voilà, je viens de crever mais directement. 1%. Magnifique. Donc ça pour ma part c'est un jeu de merde. C'est un jeu qui en soi peut être vachement intéressant et comme vous avez pu le voir la map, il est très grand ce jeu, il est vraiment très très grand. Mais avec un gameplay pareil tu ne peux pas. Voilà, avec un gameplay pareil c'est juste pas possible. Et d'ailleurs, là vous êtes en train de voir l'overlay qu'il y a tout autour de l'écran. Regardez à droite la tête de Sabrevolf. Alors peut-être que pour vous, cela ne vous dira rien. Mais en ce qui concerne les gros fans comme moi, notamment les psychopathes de Banjo-Tooie, eh ben j'ai reconnu ce personnage directement. Pour ceux qui ont terminé et qui se souviennent très bien de Banjo-Tooie, souvenez-vous dans le monde, comment il s'appelle déjà? Ah putain, je dis que je suis un putain de fan mais je me souviens plus du nom. Pêle-mêle je crois. Je crois que c'est le niveau pêle-mêle. Vous savez, c'est le niveau qui est juste en face du lagon de Joyeux Roger. Il y a une partie de glace et une partie de lave. Je crois que ça s'appelle le pêle-mêle, il me semble. Ça, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Putain, ça me casse les couilles. Attendez, non, franchement, ça m'énerve. J'aime pas me souvenir de trucs comme ça, surtout quand normalement je devrais m'en souvenir. Le pic fournaise, voilà. Putain, j'ai même pas regardé. Le pic fournaise. Dans le pic fournaise, vous avez un personnage à sauver. Avec le pouvoir de Mumbo. Il y a un espèce d'aventurier avec une grande barbe blanche qui se trouve dans le niveau glace, dans la partie glace des pics fournaises. Et franchement, je pense qu'il y a que moi qui a dû le remarquer, mais ce mec-là, eh ben c'est le mec qui est congelé. Et pourquoi je vous dis ça? Déjà avec la petite insigne que vous pouvez voir qu'il a dans la main, sur la droite, je crois qu'il a exactement la même dans Banjo-Tooie, mais surtout à ce qu'il dit quand on le sauve. Le mec il se présente comme étant un aventurier du nom de Sabrevolf et il nous indique tout simplement qu'il a été congelé depuis 1984. Regardez la date en bas. Voilà. Voilà, donc c'est un clin d'œil que moi je trouve tout simplement excellent, même s'il y a que les psychopathes comme moi qui auront, je pense, repéré le clin d'œil. Mais moi ça m'a fait quelque chose, mine de rien, de voir ça m'a fait quelque chose de voir ce Sabrevolf et dans quel jeu est-ce qu'il a été introduit. Parce que pour moi c'était un personnage random au départ, mais là putain, là maintenant il y a les bouts qui commencent à se recoller, enfin voilà quoi. Moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ensuite, les autres jeux qu'il y a, notamment Sabrevolf, vous avez pu le voir, un gameplay vraiment
très approximatif, avec une hitbox complètement cassée, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Underwolf, je crois, Underworld, comment ça se prononce ça, avec un U? Je dis Underworld, je sais pas comment ça se prononce. C'est un espèce de jeu d'action, mais vraiment très très bizarre au gameplay, vraiment très chelou. Je vous laisserai le découvrir parce que ça, franchement, il faut pas que je vous gâche la découverte pour celui-là. Ensuite, le suivant. Le suivant, je crois que c'est certainement le plus Nightlore. Je crois que c'est lui. Voilà. C'est vraiment un... Comment dire? Je dirais un jeu vraiment ambitieux. Pourquoi? Notamment à ce que vous voyez à l'écran. Tout simplement à cause de son système de caméra. La caméra n'est pas en scrolling horizontal ou vertical. Ce n'est pas non plus une vue du dessus. Mais c'est bel et bien une vue isométrique. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et encore une fois, comme vous pouvez le voir, il s'agit de Sabre-Wulf. Voilà, c'est encore lui. Donc le but du jeu, je crois que c'est tout simplement, il faut encore une fois partir à l'aventure, récupérer des artefacts, essayer de passer les différentes énigmes et les différents pièges de chaque pièce, pour pouvoir lever la malédiction de Sabre-Wulf, qui est tout simplement le fait que voilà, il se transforme en loup-garou toutes les nuits. Voilà. Et il faut trouver les artefacts le plus vite possible avant que Sabre-Wulf ne se transforme directement en loup-garou. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle me pousse celle-là? Cette saleté me pousse. Je me retransforme. Voilà, récupère-moi ça, je ne sais pas ce que c'est. Ce truc m'emporte n'importe où, je ne sais pas ce que c'est que ce truc, mais enfin bon. Encore une fois, là les graphismes ont été améliorés, vraiment améliorés, et c'est quelque chose de vraiment intéressant. Là, une petite... C'est bon, le piège est passé. On se retransforme en loup-garou, encore une fois. À quoi ça sert, tout simplement, le système de loup-garou? Eh ben, pour ma part, ça ne sert à rien. En tout cas, j'ai pas vu de réelles choses intéressantes. Après, je dois vous avouer que je ne me suis pas vraiment attardé sur ce jeu. Non pas parce qu'il n'est pas intéressant, mais tout simplement parce que il faut vraiment en vouloir pour être intéressé par ce jeu. Déjà, si jamais on n'a pas l'habitude, la vue en ISO comme ça peut refroidir. Ça peut vraiment refroidir. Évidemment, vu que c'est une caméra en ISO, les contrôles peuvent faire peur. Et peuvent vraiment foutre les jetons. Alors que là, je viens de mourir, je ne sais pas pourquoi. Ça peut vraiment foutre les jetons et ça peut ne pas être très rassurant. Mais enfin bon. Donc là, je vais essayer de choper la bouboule là qu'il y a là-haut. Alors pour pouvoir la choper, il faudra que je fasse comme ça. Je vais essayer de bloquer l'autre con. Voilà, on le place ici. Oh putain, je me transforme en loup-garou maintenant, évidemment. Et j'arrive pas, je saute pas assez haut. Tant pis, avançons. Enfin bref, encore une fois, c'est un jeu d'aventure, voilà. Un jeu d'aventure vraiment sympathique. Mais, encore une fois, il manque un truc. Il manque le synopsis. Ah oui les gars, merde. Il manque le synopsis, il manque la map. Bref, il nous manque les outils pour que l'on puisse pleinement rentrer dans ce jeu. Et ça c'est vraiment dommage quoi, parce que ce style de jeu, pour ma part, moi j'ai envie de rentrer dedans. J'ai envie de rentrer dedans, j'ai envie de me démener pour pouvoir jouer et arriver jusqu'à la fin de cette... Ouf, putain, crevé. De cette péripétie. Mais le problème c'est qu'on ne me donne pas les outils, et la chose qui est vraiment très chiante, c'est de savoir qu'à l'époque, les joueurs ils avaient cet outil. Voilà, ils les avaient, la carte, ils les avaient. Ils avaient la carte, ils avaient un petit peu d'histoire, ne serait-ce qu'un petit peu de synopsis pour qu'on puisse rentrer dedans, pour qu'on puisse s'amuser quoi. Bref, pour que cela puisse être immersif. Malheureusement, nous, Rare Replay, ils sont gentils en disant on a défoncé le budget pour vous donner tout ça.
Ah oui, vous êtes gentil, vous avez défoncé le budget, mais apparemment faire une map pour ces jeux-là, apparemment c'est trop compliqué pour vous. Le budget devait être assez serré, n'est-ce pas? Enfin bon. Enfin voilà pour Nightlore, je crois. Je crois que c'est ça, Nightlore. Donc on va quitter le jeu, et je crois que notamment c'est le dernier que je devais vous montrer. Les autres que je ne vous ai pas montré, ce sera à vous de les découvrir. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie... ah oui, il y a Gunfight aussi, que je ne vous ai pas montré, mais ça encore une fois, pour ma part, ça a été plutôt une déception, Gunfight, parce que encore une fois, je trouve ça vraiment très approximatif, et j'ai encore une fois l'impression... Non seulement on n'a pas la map, mais on n'a pas de synopsis, donc on ne sait pas quoi faire, on est lâché comme ça. Et malheureusement, messieurs de chez Rareware, on ne peut pas nous lâcher comme ça sur des jeux, sachant que même à l'époque, donc on parle d'un public de joueurs qui était vraiment motivé et qui te défonçait tout et n'importe quoi, même eux avaient besoin de cartes et d'indications, sinon on était complètement paumés. Ça aurait été bien que l'on puisse avoir un petit peu d'ajout. Ça aurait été bien. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc Gunfight, en fait, c'est un petit peu la même chose que Nightlore, sauf qu'à la différence de Nightlore, on n'est pas dans une espèce d'aventure un petit peu heroic fantasy. Donc autrement dit, une quête de... Comment dire, le fait, on a une quête un petit peu à la Castlevania 2 Simon's Quest dans Nightlore. Autrement dit, on doit lever une malédiction. Là, dans Gunfight, c'est tout simplement un espèce de... C'est la même construction, la même mécanique, mais c'est avec des graphismes encore une fois rehaussés, encore une fois différents, et c'est uniquement un jeu de western. Voilà, on doit retrouver un gang de hors-la-loi et de les défoncer. Ni plus, ni moins. Et encore une fois, la carotte, c'est le score. Donc voici pour la période Rareware façon ZX Spectrum. Et après, comme vous pouvez le voir, 1987 arrive et on a le premier jeu, je crois, des véritables Rareware et non plus, de Rare à l'époque. C'est devenu Rareware courant de la Super Nintendo, il me semble. Et comme vous pouvez le voir, eh ben, on a un truc complètement différent, un truc de slalom. Ça, c'est la chose qui est la plus intéressante quand tu regardes le parcours du studio de Rareware. Ils ont touché à tout. Et ça, c'est quelque chose, encore une fois, que j'ai appris grâce à cette compilation et grâce aux jeux qu'ils nous présentent en premier lieu, les jeux qu'ils ont fait sur ZX Spectrum. Mais si on regarde bien, ils ont touché à tout, absolument tout type de jeu. C'est ni plus ni moins. Je veux dire, c'est... Regardez par exemple, on va revenir là-bas, voilà, Jetpack. Comment est-ce que tu veux qualifier cela? C'est un espèce de jeu de scoring, voilà, tout simplement. Le type de scoring. Lunar Jetman. Ça, c'est un petit peu du scoring, mais c'est également une part d'aventure. Donc un petit peu de jeu d'action-aventure. Attic Attack. Un espèce de jeu d'aventure, encore une fois, des jeux de rôle sur table. Basé sur du jeu de rôle sur table. Sabre Wolf, Underworld, ça c'est un jeu de plateforme. Hein, je vous le dis directement, c'est un jeu de plateforme et un jeu de plateforme très spécial. C'est de l'action plateforme. Sabre Wolf, c'est de l'aventure. Pareil pour Nightlore, donc là on touche vraiment à la fantasy. Gunfight, donc un jeu de tir. Un jeu de tir, ça c'est un petit peu l'ancêtre du TPS quand tu vois ça. Enfin bon, peut-être que je vais chercher un peu loin. Slalom, donc un jeu de sport. RC Pro AM, un jeu de course. Ça c'est un jeu entre guillemets de course, mais c'est vraiment typé arcade, on y reviendra plus tard. Solar Jetman, un jeu d'aventure dans l'espace une fois de plus, mais beaucoup plus poussé, avec un gameplay vraiment atypique. Un jeu d'aventure une fois de plus. Battletoads évidemment, donc vous rajoutez à la liste un beat'em all. Killer Instinct Gold, donc encore une fois un jeu de baston, cette fois-ci, encore un truc à rajouter. Un jeu d'arcade de destruction Blast Corps. Alors ça je ne l'ai jamais eu, je l'ai testé mais vraiment je suis content de ne pas l'avoir eu. Enfin bon, on y reviendra plus tard. Banjo-Kazooie et Banjo-Tooie, donc
un jeu de plateforme 3D. Évidemment, ils avaient des jeux aussi sur Super Nintendo, hein. Donc notamment les Donkey Kong Country. Donc les Donkey Kong Country, je veux dire, c'est des jeux de plateforme 2D. Jet Force Gemini, qui a un espèce de jeu façon TPS, ça on y reviendra un petit peu plus tard. Perfect Dark avec GoldenEye, donc les FPS. Conker's Bad Fur Day, ça c'est un espèce de jeu what the fuck. Moi pour tout vous dire, moi j'ai jamais compris l'engouement pour ce jeu. Certes c'est très drôle, c'est très marrant, c'est complètement décalé, mais on y reviendra. Grabbed by the Ghoulies, ça encore une fois je ne pourrais pas qualifier ce style de jeu. Cameo également. Viva Pignata, encore une fois, qui est un style de jeu qui est vraiment très très spécial. C'est vraiment très très spécial Viva Pignata, mais c'est un style de jeu différent. Voilà. Et ce truc-là qui peut être limite considéré comme un party game et un jeu de gestion de véhicules, entre guillemets, mais enfin bon. C'est triste qu'il y ait Banjo-Kazooie en face. Enfin bon, bref. Donc, Rareware, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Ils ont touché à tout. Ils ont touché à tout et n'importe quoi. Et le pire, c'est que hormis quelques petits jeux comme notamment Sabre Wolf ou alors d'autres Blessed Corp, etc., etc., c'est plutôt des réussites. Je dis pas que c'est des jeux parfaits pour la plupart. Bien sûr que ils ont fait certains chefs-d'œuvre, comme notamment les Donkey Kong Country, les Banjo-Kazooie, Killer Instinct pour certains, GoldenEye et Perfect Dark. Mais la globalité de leur jeu, moi je n'ai trouvé quasiment aucun mauvais jeu. Je n'ai trouvé quasiment aucun mauvais jeu dans leur ludothèque, et excepté celui-là. Mais je veux dire, c'est vraiment impressionnant et intéressant à savoir. Donc on va se stopper là, en ce qui concerne les années ZX Spectrum. Qu'est-ce que l'on peut dire globalement? Eh ben écoutez que Rareware, on sent une putain d'inspiration à partir de leur premier jeu. Je veux dire, certes, les graphismes ne sont pas excellentissimes selon votre œil, mais en ce qui me concerne, moi je trouve les graphismes plutôt avancés. Encore une fois, on est sur ZX Spectrum. En face, je veux dire, en ce qui concerne les consoles, on a l'Atari 2600, donc on a une console qui en face fait tourner un jeu genre E.T. ou Indiana Jones. Il y a 2-3 petites perles sur Atari 2600 et 7800 concernant les graphismes, notamment les schtroumpfs, mais je veux dire c'est vraiment bien pensé, c'est vraiment poussé, et plus on avance dans le temps, et plus ils ont vraiment une espèce d'inspiration dans la fantaisie, vraiment dans le jeu, voilà, dans le jeu, dans le roleplay, etc., etc. Attic Attack est pour ma part le jeu le plus intéressant de leur partie ZX Spectrum. C'est vraiment impressionnant de voir ça, sachant qu'on était dans les années 83. Donc oui, c'est Ultimate Play the Game, effectivement, il y avait du putain d'Ultimate, mais quelque chose de fou. Donc là, on va finir cette vidéo sur une petite partie avec Jetpack Refueled. Donc ça, c'est une version Xbox Live Arcade qui est sortie en 2007, et c'est tout simplement Jetpack en premier, mais remasterisé. Et vous allez voir que ils ont vraiment fait un super boulot. Pour le coup, je vais vous laisser avec une petite partie. Je suis vraiment étonné du début de Ultimate Play the Game, donc de Rareware, et quand je vois le résultat de leur premier jeu, je suis vraiment pas étonné que Nintendo les ait regardés d'un œil assez aguicheur à l'époque, même si à la base les frères Stamper étaient vraiment impressionnés par la puissance de la Nintendo Entertainment System à l'époque, bien sûr. Faut savoir que Nintendo les avait repérés et les portait vraiment en respect, ces gens-là. On comprend pourquoi. On comprend vraiment pourquoi. Donc on va jouer à Jetpack Refueled. Alors il va me demander, voilà, il va me couper le jeu, il va me demander de repartir sur le Xbox Live Arcade. D'ailleurs, vous avez vu, on peut enfin, les possesseurs de Xbox One, on peut enfin jouer à des jeux 360 sur notre putain de One. Merci Microsoft. Putain. Il vous en a fallu du temps, hein. Il vous a fallu 2 ans pour vous en rendre compte, mais c'est bien. Au moins, on peut le faire sur certains jeux.
Il y a les jeux que je voulais qui sont arrivés, notamment les BioShock. Ça va me faire plaisir de les refaire. Mais moi j'attends encore une fois Red Dead Redemption. Le jour où il sera rétrocompatible, ce sera tout simplement génial. Donc j'appuie sur A, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vous dis ciao à tous, tout simplement. À la prochaine pour la deuxième partie de ce mois spécial Rareware, voilà, qui concernera les jeux Nintendo Entertainment System. Je vous dis ciao à tous, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était 69 Zelos, et bonne partie tout le monde, ciao bye bye.